Sujet passionnant et sujet d'actualité, le clonage animal, on va en parler puisque pour les Français, et peut-être que les Italiens ont entendu parler de l'affaire Ruby, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet agneau méduse qui s'est retrouvé il y a 15 jours dans la chaîne alimentaire française. Et donc ça va poser vraiment la question du clonage, question scientifique, mais pour quel but, notamment pour quel but économique, et puis on va voir toutes les questions liées à l'éthique. Parce que l'affaire Ruby, Dominique Vermersch va nous en parler, mais elle est symptomatique notamment à un titre, c'est qu'elle montre les divergences de vues sur la question du clonage, que ce soit aux États-Unis ou en Europe et en France. Puisqu'en 2008, les États-Unis, par la voie de la Food and Drug Administration, ont autorisé la mise sur le marché et donc la consommation de produits issus d'animaux clonés, car peu susceptibles d'avoir un impact négatif sur la santé humaine. Et puis de l'autre côté, les rapports européens et français, eux, ont confirmé qu'il y avait des risques improbables sanitaires, mais qu'il existait un problème de santé et de bien-être animal. Et c'est là la divergence vraiment entre les États-Unis et l'Europe. Et puis, on est encore dans l'actualité parce que le 18 juin dernier, le Parlement européen, par la voie de ses commissions agriculture et environnement, a décidé d'interdire sur le territoire européen les animaux clonés, leurs descendants et les produits qui sont issus de ces animaux. Et donc, cette décision, elle devrait en septembre être actée au niveau européen. Donc on le voit, un débat à la fois d'actualité et puis un débat scientifique, éthique et économique, dont va nous parler Dominique Vermersch, agroéconomiste et rapporteur au sein du Conseil national de l'alimentation d'un avis adopté le 13 octobre 2008 sur la consommation de produits issus d'animaux clonés. Et aujourd'hui, vous êtes recteur de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Première question, Dominique Vermersch, comment un agroéconomiste se retrouve à devenir un des rapporteurs du Conseil national de l'alimentation sur les questions du clonage animal? Effectivement, donc j'ai travaillé à l'INRA, donc tout d'abord dans le département économie agricole, et c'est à la faveur de la fin des années 90, à la faveur précisément des controverses naissantes, des controverses, je dirais, dans l'œuf de nouvelles innovations technologiques, biotechnologiques, comme les OGM, comme le clonage, que l'INRA a souhaité donc se doter, je dirais, d'une réflexion éthique, et donc j'ai été alors sollicité pour accompagner les questionnements éthiques des chercheurs de l'INRA, qui m'a valu ensuite de transcrire ça en enseignement, raison pour laquelle je suis parti vers AgroCampus Ouest comme enseignant en éthique, et puis aujourd'hui, donc, comme recteur de l'Université catholique de l'Ouest, reprenant ce mot université, au sens où précisément l'université, étymologiquement, c'est précisément de dire qu'au fond, eh bien, les savoirs sont liés entre eux. C'est l'intuition première de la tâche universitaire. Et l'hypothèse en même temps, c'est que les savoirs sont organiquement liés entre eux. L'affaire d'actualité sur le clonage avant Ruby, qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est Dolly, la brebis Dolly en 97-98. Ça voulait dire que le clonage existait déjà, mais on va voir avec vous qu'en fait c'est une histoire assez lointaine, puisque c'est les années 50, 52, je crois que les premiers essais ont lieu. Voilà, donc effectivement, donc je rappelle les premiers travaux donc, sur la question du clonage animal. Le clonage animal, il faut le dire dans un premier temps, c'est... alors on peut être parfois un peu effrayé, on peut faire une horreur, mais il faut reconnaître que c'est une prouesse technique assez extraordinaire. Et qu'est-ce que la réalité du clonage animal? Donc l'idée première, c'est de se dire au fond, est-ce que je peux essayer de reproduire à l'identique un organisme vivant, à l'identique? Déjà, première étape, ce que l'on va produire, le clone, ne sera pas reproduit à l'identique. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, imaginons que j'ai envie de vous cloner, par exemple. Imaginons l'un d'entre vous. Eh bien, je vais essayer de récupérer, peut-être à votre insu, une cellule de votre organisme, une cellule de peau. Donc, n'importe quelle cellule, pourrait-on dire. De cette cellule, je vais en extraire le noyau de votre cellule, c'est-à-dire le noyau, c'est-à-dire la partie dans laquelle sont stockés ce qu'on va appeler le patrimoine génétique, votre patrimoine génétique. Alors, on pourrait déjà discuter, mais en fait,
effectivement, dans le noyau, il y a le patrimoine génétique, mais il n'est pas que dans le noyau. Mais à supposer que eh bien, ce patrimoine génétique, votre génome, soit dans le noyau. Ensuite, il me faudra trouver un ovocyte. Un ovocyte, donc, on dirait un ovule, d'accord, alors, il vient de l'espèce humaine, si je veux vous cloner, hein, évidemment. Et c'est ce qu'on a opéré tout d'abord pour les batraciens, dans les années 50. Et puis, la date qui a fait choc, c'est effectivement en 1997, avec le clonage extrêmement médiatisé de la brebis d'Olim. Et donc, nous avons donc, les scientifiques, hein, les chercheurs, ont donc récupéré un ovocyte de brebis et ont enlevé le noyau de cet ovocyte et l'ont remplacé par un noyau d'une cellule adulte. Et ensuite, par un mécanisme notamment de décharge électrique. Donc, d'une part, dans cet ovocyte, on a mis le noyau de la cellule adulte. On a donc, effectivement, par des systèmes de décharge électrique, on a essayé de réenclencher l'embryogénèse et on a transféré cet ovocyte, donc avec ce nouveau noyau, dans l'ovaire, dans l'utérus plutôt, d'une brebis. Et donc là, l'embryogénèse, le développement a pu se redémarrer. Donc, autrement dit, et a permis de produire donc un animal qu'on va qualifier d'animal cloné. Alors, l'idée du clonage, c'est quoi? Eh bien, c'est d'une part, hein, donc la visée première, c'est de s'affranchir de la reproduction sexuée pour produire un organisme vivant. Plus précisément, pour produire ce qu'on va appeler une cellule totipotente. Totipotente, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cellule qui est encore capable de reproduire un organisme entier. Vous avez l'œuf fécondé, c'est-à-dire la rencontre pour les mammifères de l'ovule et du spermatozoïde, la rencontre, fécondation dans le cas de la reproduction sexuée, qui va donc donner ce qu'on va appeler un œuf fécondé, un zygote, et qui, très rapidement, donc après la fécondation, va commencer à se diviser. 2 cellules, 4 cellules. La division en 4 cellules, ces 4 cellules sont encore totipotentes, c'est-à-dire que si on les séparait, on pourrait aboutir, via l'embryogénèse, à un organisme entier. Le clonage animal, vous voyez, c'est s'affranchir de la reproduction sexuée pour produire un organisme entier. Mais Dominique Vermersch, on pourrait se dire, pourquoi le clonage? Parce qu'il existe l'insémination artificielle, il existe la transplantation embryonnaire, et on pourrait se dire, c'est des techniques qui ont des taux de pourcentage qui marchent, qui s'affranchissent de cette reproduction, alors pourquoi le clonage? La première réponse, c'est que le clonage animal s'affranchit également, n'introduit pas de variabilité génétique. C'est-à-dire la reproduction sexuée, vous partez de 2 individus, d'accord? D'une certaine manière, les génomes de ces 2 individus se croisent et introduisent de la variabilité génétique, ce que nous allons appeler de la biodiversité. Preuve en est, c'est quand vous avez une population qui est proche de l'extinction, nous avons par exemple les tigres en Sibérie ou certains poissons, dès lors qu'une population d'une certaine espèce est en deçà d'un certain seuil quantitatif, eh bien, l'espèce est extrêmement menacée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de variabilité génétique pour reproduire la population. Et donc le clonage animal s'affranchit d'introduction de biodiversité, de variabilité génétique. Alors vous allez me dire pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, au fond, on voit bien que le support de la vie, c'est précisément le maintien d'une biodiversité. Et c'est là en ce sens que le clonage animal procède, pourrait-on dire, un peu en amont de ce souci de maîtrise. De maîtrise, hein, c'est un mot que vous connaissez, de maîtrise et de maîtrise technique. Et la maîtrise, elle n'aime pas la variabilité, elle n'aime pas le risque, elle n'aime pas l'introduction de l'aléatoire. Or, la reproduction sexuée introduit précisément de l'aléatoire. Et donc, le clonage animal permet, comme je vous l'ai dit, de s'affranchir de la reproduction sexuée et plus précisément d'éviter une nouvelle variabilité génétique. Qu'en est-il en termes de, je dirais, de faisabilité et donc de réussite technique? On voit sur ce tableau-là que je vous projette effectivement que entre le moment où effectivement j'insère un embryon, donc un embryon issu d'un clonage dans l'utérus, et si je regarde, je dirais 15 mois après, la production d'un animal viable, donc on prend le veau à 15 mois, on se rencontre entre 1000 et 110, il y a à peu près un taux, là ce sont des chiffres de 2008, je ne crois pas vraiment, donc je n'ai pas les chiffres up-to-date, mais que le taux
le taux de réussite technique a considérablement augmenté. Ce taux est d'environ de, vous voyez comme vous l'avez indiqué, de 11%, donc ce qui est relativement faible. Donc un taux de réussite qui est relativement faible et qui est dû à quoi? Eh bien, qui est dû au fait, pour différentes, on pourrait dire, des raisons qu'on a à peu près aujourd'hui un peu identifiées, et qui peuvent s'exprimer à partir, je dirais, de la manière dont s'effectue la reproduction sexuée. Je vous donnerai un petit exemple, une petite origine. Lors de la reproduction sexuée, on s'est rendu compte, et c'est là d'ailleurs aussi, me semble-t-il, un des intérêts scientifiques du clonage animal. Vous allez voir que je ne suis pas un très grand promoteur du clonage animal, mais il faut reconnaître, je dirais a priori, la prouesse toujours scientifique de ce clonage animal. Le clonage animal va toujours essayer de viser à reproduire ou à imiter ce qui se passe lors de la reproduction sexuée. Lors de la reproduction sexuée, c'est-à-dire lors de l'union de deux gamètes, un gamète mâle, un gamète femelle, spermatozoïde et l'ovule, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fécondation. Et donc, les chromosomes qui vont s'apparier, eh bien, qui sont constitués de ce qu'on va appeler des gènes, donc de toute l'information génétique, eh bien, ces gènes, en fait, pour la plupart, lors de la reproduction sexuée, dans les premiers pas du développement de l'embryon, eh bien, ces gènes vont être appelés verrouillés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir s'exprimer. Dans le cas du clonage animal, ce verrouillage ne s'effectue pas très bien. Dans le sens où certains gènes devraient s'exprimer, ils ne s'expriment pas. On va appeler ça par la méthylation, pour faire bref. Et d'autres gènes s'expriment alors qu'ils ne devraient pas s'exprimer. Et cela contribue, pour l'essentiel, à cette mortalité, pourrait-on dire infantile, ou voire même, je dirais, durant l'embryogénèse, relativement importante. Une technique extrêmement sophistiquée, très intéressante, voyez, mais qui prend pour modèle toujours ce qui se passe dans la nature. Ce qui fera dire à Aristote, au fond, l'art, c'est-à-dire la technique, ne fait qu'imiter la nature. Et cette technique qui imite la nature, Dominique Vermersch, 18 ans après Dolly, on en est où? 18 ans après, où en est-on? Eh bien, cette technique de clonage, je dirais, fonctionne avec un taux de réussite, comme je vous l'ai dit, relativement faible. Elle est utilisée notamment aux États-Unis, n'est-ce pas, pour effectivement contribuer à, reproduire quasiment à l'identique, eh bien, par exemple, des taureaux reproducteurs. Il faut savoir, par exemple, quand vous avez des populations de vaches, même en Europe, ces populations de vaches laitières, eh bien, sont inséminées avec du sperme de 3 ou 4 taureaux, c'est-à-dire des taureaux qui ont des capacités génétiques que l'on trouve absolument excellentes. Et ces taureaux, on se dit, un jour ces taureaux vont mourir, et on peut considérer, à tort ou à raison, que ces taureaux, eh bien, finalement, ont une aptitude, un pouvoir génétique extraordinaire. Et si demain mon taureau meurt, qu'est-ce que je vais faire? D'où cette idée, cet intérêt éventuellement économique. Donc 18 ans après, cette technique est utilisée, notamment aux États-Unis, et on peut certainement imaginer, raisonnablement, que certains taureaux qui ont été clonés ont contribué donc à inséminer des vaches, et ces vaches ont donné des veaux, dont le papa était un taureau cloné, d'accord ? Et ces vaches ont donné des veaux mâles, des veaux femelles, des veaux mâles qui ont contribué à devenir des taurillons, par exemple, qui ont été donc abattus et dont la viande a été consommée aux États-Unis et peut-être probablement en Europe. C'est-à-dire qu'à juste raison, parmi vous, il se peut que vous ayez consommé de la viande ou du lait issu d'un animal cloné. Alors comment entendre ce que vous dites et faire le rapport avec l'affaire Ruby, où chez nous en France on s'est dit mais un agneau méduse qui arrive dans la chaîne alimentaire en Île-de-France et ça a été une levée de bouclier, si vous nous dites que finalement, sans le savoir, nous avons peut-être déjà consommé de ces produits-là. Alors ça a été l'inquiétude qui a été rapportée dans le rapport du Conseil national d'alimentation 2008, effectivement, la possibilité que dans la chaîne alimentaire puisse être introduite de manière légitime ou bienveillante, ou plutôt malveillante, d'un animal à cloner. Et c'est ce qui effectivement s'est passé, donc d'après l'avis, plutôt pour par malveillance en fait, donc une brebis donc génétiquement modifiée. Donc ça a été effectivement le risque qui a été émis
dans ce rapport de 2008, effectivement, que d'introduction dans la chaîne alimentaire de produits issus d'animaux clonés. Et en ce sens-là, effectivement, tant les producteurs que les consommateurs, les transformateurs ont émis sur X cette possibilité qui pouvait effectivement contribuer, je dirais, à éroder, je dirais, l'image de marque de la production agricole. Il faut savoir que déjà en 2008, au début de l'affaire du clonage, nous sortions d'une autre crise, on appelait la crise dite de la vache folle, effectivement, ou aussi avec une introduction dans la chaîne alimentaire de viande dont on n'avait pas forcément une probabilité absolument certaine je dirais, de la sécurité sanitaire de ces viandes. Et donc là, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle cette possibilité d'introduction dans la chaîne alimentaire, il se peut également aussi qu'elle puisse, cette introduction de produits animaux issus d'animaux clonés, puisse être établie, être avérée par le fait que nous sommes à peu près certains que certains élevages, notamment certains élevages suisses, peut-être certains élevages français, ont utilisé du sperme ou acheté du sperme issu donc d'un taureau cloné pour inséminer les vaches. Et voilà, donc ça, alors que ce n'était pas légal, mais certainement que ça a pu se faire. Et donc là, effectivement, une frilosité tout à fait compréhensible, à la fois des autorités sanitaires, mais aussi des associations de consommateurs et aussi des associations de producteurs par rapport à cette possibilité de perméabilité, pourrait-on dire, hein, donc qui renvoie donc à la question de la sécurité sanitaire des produits issus d'animaux clonés. On viendra sur le côté sanitaire et éthique, mais on va rester sur le côté économique, parce qu'on voit bien que de la prouesse scientifique et technique, il y a aussi une visée économique. Vous avez parlé de la reproduction des races d'élite. En même temps, dans votre rapport de 2008, vous interviewez Jean-Claude Guédon, le chef du département économique de l'Institut de l'élevage. Et en fait, il dit, lui, la consommation de produits issus d'animaux clonés ne repose sur aucun réel besoin agricole de substitution, la production classique de lait ou de viande suffisant amplement à couvrir l'approvisionnement mondial et les besoins futurs escomptés. Donc on voit même que les acteurs premiers des filières se disent, mais finalement, on n'a peut-être pas besoin de ces clonages animaux. Effectivement, le constat opéré par M. Guédon reste tout à fait d'actualité, hein, c'est-à-dire que le clonage animal ne répond en rien, ne contribue en rien à, par exemple, une augmentation rendue nécessaire de la productivité concernant les productions animales. Rappelons que, comment dirais-je, la production animale, notamment la production bovine, est une production qu'on va qualifier de jointe, c'est-à-dire que la production, c'est une production jointe, on produit à la fois de la viande et du lait. Si aujourd'hui, et par exemple en 2008, on avait conjoncturellement un accroissement de la demande de produits laitiers, la demande de viande, qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, eh bien cet accroissement de la demande pouvait être parfaitement, je dirais, opéré, on pouvait parfaitement y répondre par un accroissement de l'offre qui ne nécessitait pas la possibilité de clonage animal. C'est-à-dire qu'on a des réserves de productivité encore extrêmement importantes. Donc le clonage animal ne répond pas à un besoin d'accroissement de la productivité animale. Ça c'est absolument clair. Et tout le débat et la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est la question du bien-être animal. Parce qu'on a parlé de la filière alimentaire et des risques sanitaires pour les humains, mais il y a aussi la question du bien-être animal dans cette histoire. Alors effectivement, la question du bien-être animal. Vous voyez ce terme, bien-être animal. On voit bien que bien-être, c'est un terme qu'on adosse plus précisément, ou en tout cas plus fréquemment à l'espèce humaine. Mais effectivement, le bien-être animal, donc le bien-être des animaux d'élevage, et en l'occurrence des animaux clonés, a été, et ça a été le cas dans le rapport, a été la porte d'entrée, je dirais, du questionnement éthique. Effectivement, on peut s'interroger sur ce bien-être animal dans la mesure, par exemple, de la mortalité extrêmement importante de ces animaux, notamment, et donc ce bien-être animal, aujourd'hui, qui prend une importance croissante, mais encore une fois, dont on a un petit peu de mal à évaluer, là c'est l'économiste qui parle, à évaluer le retentissement économique. Autrement dit, est-ce que le consommateur est prêt à accorder un prix au bien-être animal ? Évidemment, le bien-être animal est l'objet légitime, évidemment, des associations de protection animale, et ces associations de protection animale ont fait une analyse économique extrêmement rigoureuse.
en s'appuyant sur le fait que le marché, c'est-à-dire les consommateurs, n'accordent que très peu de valeur pour le bien-être animal en soi. Prenons un exemple. J'achète des œufs de poules élevées en plein air, non pas parce que les poules élevées en plein air sont heureuses, mais parce que je peux considérer, ou je peux espérer, à tort ou à raison d'ailleurs, que l'œuf issu d'une poule élevée en plein air aura des qualités organoleptiques un peu meilleures qu'une poule élevée en batterie. En arrière-plan, il y a quoi? Il y a cette relation qui est aujourd'hui à la fois ambiguë, controversée, une relation de continuité versus de différence entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, effectivement, la porte d'entrée du questionnement éthique concernant le clonage animal, c'est effectivement sa possibilité de l'appliquer ou non à l'espèce humaine. Et nous savons très bien que des essais ont été opérés, des essais d'hybridation, finalement, est-ce que je peux, un spermatozoïde issu d'un cheval avec un ovule humain, qu'est-ce que ça peut donner? Et on sait que des espèces... Donc il y a cette sorte de crainte, voire de peur, à juste titre, et qui montre en arrière-plan, vous voyez, cette relation controversée, et à la fois aussi intéressante, entre l'homme et l'animal. En quoi, finalement, l'homme, dans quelle mesure il partage tout partie de la condition animale, et je dirais même réciproquement. Donc cet arrière-plan est extrêmement important, m'en semble-t-il, à prendre en compte dans toutes ces discussions, et dans la manière dont aujourd'hui l'opinion a perçu et perçoit cette possibilité de clonage animal, dès lors qu'il a vu, et on l'a remarqué ensemble, que peu d'intérêt économique, l'intérêt scientifique, on l'a vu, c'est-à-dire que le clonage animal a permis d'approfondir notre connaissance des mécanismes de la reproduction sexuée, d'accord ? Mais par contre, une perception et ce qu'on va appeler une acceptabilité sociale du clonage animal qui n'est pas encore du tout au rendez-vous aujourd'hui, quoi. Lors de la rédaction et des échanges qui ont donné lieu à ce rapport, dès lors que finalement la question qui nous était posée était relativement facile à répondre, dans le sens où dit fallait-il ou non autoriser la consommation de produits issus d'animaux clonés, la réponse a été non. Non, tout d'abord pour des raisons qu'on peut qualifier de sanitaires, qui avaient un risque potentiel, peu probable, vous l'avez rappelé en introduction, de consommation, risque très faible, peu probable, lié à la consommation de ces produits. Et donc, nous avions comme un peu de temps, pourrait-on dire, pour s'embarquer dans le questionnement éthique plus général. Et c'est là que ça devient, pourrait-on dire, intéressant. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait dire que le clonage animal est une sorte de microcosmos éthique. C'est-à-dire que, en introduction, je vous disais, mais au fond, finalement, l'éthique, quand on s'intéresse à une question éthique, une question avec un questionnement éthique, il faut mobiliser des savoirs extrêmement différents. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le clonage animal ? Oui ou non. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre les OGM ? Vous voyez bien que dans les réponses qui sont données, ces réponses, dans un premier temps, ne sont pas instruites par une véritable réflexion éthique. Et c'est en ce sens-là où aujourd'hui, au fond, on dit est-ce qu'on est pour ou contre les OGM, pour ou contre le clonage animal ? Les premières raisons que nous allons invoquer, qui sont des raisons légitimes, ce sont un raisonnement qu'on pourra qualifier d'économique ou un raisonnement sociologique. Mais l'idée, c'est que, comment, au fond, la question qui m'était posée, comment faire accélérer l'acceptabilité sociale de cette nouvelle technologie ? Alors, j'ai dit, écoutez, ça peut être de la sociologie des sciences, au pire de la manipulation, mais ce n'est pas de l'éthique. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le questionnement éthique est très vite, comment dirais-je, substitué, se laisse prendre la place par un raisonnement qu'on pourrait qualifier soit d'économique. Mais au fond, écoutez, c'est absolument idiot de ne pas s'embarquer dans le clonage animal, ce n'est absolument idiot de ne pas s'embarquer dans les techniques des OGM parce que y a des parts de marché à prendre, etc. Donc, ça se tient, en fait, vous voyez. Mais l'éthique, ce n'est pas cela. On replace l'enjeu sur l'aspect technique, le clonage animal étant une technique particulière. Et donc, en arrière-plan, effectivement, cette relation ambiguë aujourd'hui, extrêmement ambiguë, entre le savoir et le pouvoir. Est-ce que j'ai des motifs de ne pas avoir peur de tout cela ? Je crois qu'il faut, pour justement conjurer cette peur, il faut analyser les choses. Et raison pour laquelle, quand on s'intéresse à instruire le questionnement éthique
autour d'une question particulière, par exemple la question du clonage animal, la question des OGM, se dire que ce questionnement éthique nous invite à dépasser nos impressions premières, à dépasser les émotions en fait. L'éthique, moi je le mets au rang d'une discipline, et d'une discipline scientifique. L'éthique, c'est la science de la décision. Donc tout l'enjeu de l'éthique, c'est de reprendre la main. Olivier Abel qui dit qu'au fond, l'éthique est une machine à retarder le temps. À retarder le temps. Une très belle expression, vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'économie, c'est la recherche du temps zéro. On se dit non, là, il faut qu'on reprenne la main, voilà, ensemble, etc. Et c'est ça qui permet de conjurer la peur, la cupidité, et sans tomber dans le tout noir, tout blanc, en fait.